On attend que tout le monde rentre. On continue. Vous m'entendez? D'accord, ok. Donc, on continue. Donc, j'ai dit, notre conduite à tenir est en fonction donc, du tableau dans lequel on est affronté. Lorsqu'il s'agit donc d'une asphyxie aiguë, là, c'est vraiment une urgence, c'est l'urgence extrême, extrême, extrême. Le patient euh, risque de décéder ou risque de mourir à n'importe quel moment par la soif d'oxygène. Donc, soit qu'on recherche rapidement avec les doigts, on enlève le corps parce que c'est difficile, donc il ne faut pas vraiment s'acharner, ou bien avec la pince de magie, parce qu'on peut utiliser ça, on le fait, si on ne peut pas, il ne faut pas s'acharner, et on pratique rapidement la manœuvre d'expulsion, la manœuvre de Heimlich, d'accord. Rapidement, là, on fait la manœuvre de Heimlich. Soit que le patient est en position demi-assise ou en position debout avec la première technique. Si le patient est en décubitus dorsal, si le patient est à plat ventre, pas à plat ventre, et couché, c'est la deuxième technique. Lorsqu'on arrive à expulser le corps par la manœuvre de Heimlich, on peut ventiler le patient. Donc, on peut ventiler si on a par exemple un masque et avec le ballon, le bas-vu. Là, on ventile le patient. OK. Si vous pouvez faire une laryngoscopie directe, parce qu'une laryngoscopie directe, pour voir aussi le corps étranger, et si vous êtes apte à le faire, faites-le. Si vous n'êtes pas apte, c'est la manœuvre de Heimlich en première position. D'accord? Bien sûr, avec mise en condition et aspiration gastrique à l'avance. L'appel du SAMU vraiment vient avant la ventilation au masque. D'accord? Avant la ventilation au masque, mais après les manœuvres de Heimlich. Si vous êtes à deux, avec l'infirmier ou l'infirmière qui est avec vous, l'un appelle le SAMU, l'autre commence à faire les manœuvres d'expulsion et ou bien la ventilation au masque. Et il faut transférer rapidement votre patient vers un centre spécialisé pour faire une bronchoscopie et extraire le corps étranger si votre corps étranger n'est pas extrait. Et si par exemple, parce que la deuxième technique, c'est l'intubation, avec cette sonde d'intubation, on peut faire entrer le corps vers une des branches pour permettre au deuxième poumon de ventiler, d'accord? On va permettre au deuxième poumon de ventiler, en moins de faire entrer l'oxygène en attendant de faire extraire le corps étranger par une bronchoscopie. C'est ça la deuxième technique. C'est-à-dire, lors d'un syndrome d'asphyxie, on enlève avec les doigts. Si on ne peut pas, on fait la manœuvre de Heimlich. Si on ne peut pas, ou la manœuvre échec de cette manœuvre, on peut faire donc ventilation au masque avec une intubation. On fait vraiment faire entrer le corps étranger. On pousse le corps étranger vers une des branches, d'accord? Et la branche droite, le plus souvent, c'est la branche droite. Donc, on fait entrer le tube. Le tube, ça, c'est la sonde d'intubation dans la trachée pour permettre au deuxième poumon de ventiler. Pour permettre au deuxième poumon de ventiler, normalement, de faire entrer au moins l'oxygène en attendant son transfert vers un centre spécialisé et faire une bronchoscopie pour faire sortir le corps étranger. Donc, le deuxième syndrome, c'est le syndrome de pénétration, qui est un syndrome régressif, c'est-à-dire qu'on aura l'apparition d'une toux, d'une détresse respiratoire, puis le patient, soit qu'il devient normal, c'est-à-dire aucun symptôme,
soit on a une persistance d'une certaine polypnée. Là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les soins, on rassure le patient, donc on arrête carrément les soins, on rassure le patient, on met le patient dans la position la plus confortable possible pour lui. Je répète, je dis et je répète, il faut toujours respecter le SATU, d'accord? Ils sont plus efficaces vraiment que les manœuvres externes. On ne fait pas de manœuvre de Heimlich, d'accord? On ne réalise pas les compressions abdominales, on ne fait pas de manœuvre de Heimlich parce que vraiment, ça risque d'aggraver la situation. On ne doit pas essayer d'extraire le corps étranger ni par les doigts, ni par les pinces de magie. On ne donne ni à boire, ni à manger au patient, d'accord? C'est-à-dire, on met le patient en position confortable, on attend, on lui donne de l'oxygène, on appelle le SAMU, on surveille jusqu'à l'arrivée du SAMU, et on transfère notre malade en position toujours assise vers un centre spécialisé pour la réalisation d'une endoscopie et l'extraction du corps étranger. D'accord? L'extraction du corps étranger. Ok, donc je répète, on rassure notre patient, on le met en position confortable, on lui donne de l'oxygène, on respecte sa toux et on ne fait pas ni de manœuvre de Heimlich, ni on extrait notre objet avec les doigts, ni on lui donne à boire, ni on lui donne à manger. On appelle le SAMU, d'accord? On le surveille et on l'hospitalise dans un service spécialisé pour faire une endoscopie et extraire le corps étranger. Donc, et on extrait le corps étranger. Et là, on peut commencer, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez poser votre question. On ne le met pas en position de sécurité. Quelle est la position de sécurité? La position de sécurité, c'est en fonction de la position de sécurité, c'est-à-dire la position latérale de sécurité ou une autre position. Si vous parlez de la position latérale de sécurité, ça, elle s'applique chez les patients comateux. Si par exemple, lors de syndrome d'asphyxie, on fait la manœuvre de Heimlich, on extrait le corps étranger avec les doigts et tout. Le patient restitue une respiration assez bonne, mais il est comateux. Oui, mais il est comateux. Là, on le met en latéral, c'est-à-dire la position latérale de sécurité la position latérale de sécurité concerne les patients comateux. D'accord, les patients comateux. Pourquoi là, les réflexes de protection des voies aériennes ne sont pas respectés chez les comateux. Ils sont abolis chez le comateux et du coup, on le met en position latérale de sécurité. Mais si le patient, il est lucide, il est conscient, et d'accord, après un syndrome d'asphyxie, une respiration assez, assez correcte, elle est reprise. Le contraire, là, je le mets en position demi-assise. Ok, je lui donne de l'oxygène, je le mets en position demi-assise et je le rassure. Et une hospitalisation dans un centre spécialisé aussi est très importante. C'est-à-dire, je ne laisse pas le patient sortir. Pourquoi? Parce que le corps étranger peut entraîner, même s'il sort, il entraîne une inflammation au niveau des voies aériennes et peut entraîner une infection au niveau des voies aériennes. Et là, le centre spécialisé doit prendre le relais. D'accord? On doit être vraiment sûr que le patient n'a rien. OK? On doit le garder en surveillance. En cas de syndrome de pénétration, la position idéale, c'est aussi la position demi-assise. Mais vraiment, ça dépend du patient. Il doit être vraiment, comment dire, il doit être à l'aise. OK? Et c'est lui qui va vraiment vous dire quelle est la position qui lui va bien, qui lui permet une bonne respiration. Et en général, c'est la position de mi-assise qui permet vraiment une respiration confortable. Est-ce que vous avez compris, Toshiba? Deuxième question.
quand on fait la manœuvre de Heimlich, quand on fait la manœuvre de Heimlich ou la ventilation au masque. La première chose qu'on doit faire en cas de syndrome d'asphyxie, c'est la manœuvre de Heimlich. D'accord? La première chose qu'on fait en cas de syndrome d'asphyxie, je répète, c'est la manœuvre de Heimlich. La ventilation au masque, lorsque la manœuvre de Heimlich, on ne sait pas la faire, on sait faire une ventilation au masque. Et là, on commence à ventiler le masque en espérant que, en ventilant, l'air va faire pousser le corps étranger vers une des branches et on arrive à ventiler un des poumons. Ou bien lorsque on peut intuber le patient et on connaît l'intubation et on sait comment intuber. D'accord? Là, on peut utiliser. Mais je dis bien, la manœuvre de Heimlich est le premier geste à faire. Le premier geste à faire. Et vraiment, c'est un geste que vous devez connaître, qu'il faut connaître, parce que les corps étrangers peuvent survenir à n'importe quel moment. Pas seulement dans votre cabinet, mais lors de votre vie quotidienne. Une fausse route peut arriver même à la maison. Donc, c'est vraiment très important de connaître cette manœuvre. Elle permet de sauver des vies, de sauver des enfants, de sauver des vies. D'accord? À mon avis, il faut vraiment maîtriser cette manœuvre. Je n'ai pas entendu la définition du syndrome de pénétration. Le syndrome de pénétration, c'est quoi le syndrome de pénétration? C'est-à-dire le corps, pénétration, ça veut dire que le corps a pénétré à l'intérieur du corps. Il a pénétré à l'intérieur des voies aériennes, et il siège soit au niveau de la trachée, soit au niveau des bronches. C'est ça le syndrome de pénétration. Comment rassurer le patient? Comment rassurer le patient? Ben, rassurer le patient, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire soit avec les paroles, d'accord? Et en général, c'est avec les paroles. On lui donne de l'oxygène. On lui dit par exemple que les secours arrivent et vous allez être bien pris en charge après. Vous respirez bien, vous gardez cette respiration, calmez-vous. Enfin, on rassure notre patient. C'est quoi l'emphysème cervical? L'emphysème cervical, c'est la présence de l'air, au niveau subcutané. Lorsqu'on a une rupture, pas vraiment rupture, un trou, une lésion au niveau de la trachée ou bien au niveau des bronches, l'air va sortir de la trachée, va sortir au niveau des bronches et va siéger soit au niveau du médiastin, et on parle de pneumomédiastin, soit siéger au niveau entre le poumon et la cage thoracique, c'est-à-dire au niveau des plèvres, parce que les plèvres, c'est des feuillets qui entourent le poumon, et on parle de pneumothorax, soit au niveau du sous-cutané, sous la peau du cou, au niveau du cou, sous la peau, et là, on parle de emphysème cervical. Vous avez compris, Rania? Quelle est la durée avant l'asphyxie totale? Quelle est la durée avant l'asphyxie totale? L'asphyxie, elle est imminente. Hein? On respire façon continue. Lorsque l'air s'arrête, on a directement une diminution de l'oxygène au niveau du corps. Et ça dépend de nos réserves d'oxygène. Si par exemple, chez un sujet où il a des bonnes réserves d'oxygène, et on appelle ça, je ne sais pas si CRF, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle. Cette capacité résiduelle fonctionnelle, elle diffère d'un sujet à un autre. Par exemple, chez les obèses, la capacité résiduelle fonctionnelle, elle est très réduite. Et donc, l'asphyxie arrive rapidement. Chez la femme enceinte aussi, le CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle, elle est vraiment très réduite. Et du coup, le manque d'oxygène se ressent rapidement. Contrairement, par exemple, au sujet sportif et tout, le manque d'oxygène, il est ressenti moindre. Mais l'asphyxie, elle est imminente. Dès l'obstruction, 2 minutes après, l'hypoxémie, elle est installée, le risque de mort est imminent. OK? Inès, OK? Il n'y a pas d'autres questions? Les instruments utilisés pour faire sortir les corps étrangers doivent être disponibles dans un cabinet dentaire.
Je ne dis pas que... déjà, qu'est-ce que vous parlez d'instruments? D'instruments, vous parlez de la pince de Magil, du laryngoscope. Si vous parlez de la pince de Magil et du laryngoscope, la disponibilité des instruments, alors qu'on ne connaît pas comment les utiliser, ça ne sert à rien. Lorsque ces instruments sont disponibles, on doit connaître comment les utiliser, leur fonctionnement, d'accord? J'ai dit, il faut les avoir, il faut les avoir. Je n'ai pas entendu. Si quelqu'un est en train de parler, je n'ai pas entendu sa question. Vous pouvez utiliser vos micros si vous voulez, hein, si vous voulez poser d'autres questions. Vous pouvez utiliser votre micro. Il y a d'autres questions? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, lorsque vous disposez d'un matériel, il faut savoir les utiliser. D'accord? C'est bien d'avoir la pince de magie et laryngoscope, mais il faut savoir les utiliser. Si vous savez les utiliser, oui, vous devez les avoir. J'ai répondu à votre question? Ok. Il y a d'autres questions? Normalement, vous avez eu en oxyologie la liste que tout dentiste doit avoir dans son cabinet. Déconnecté. نعاود كونيكتيت مي ما خرجليش كومونسي. Ok, c'est bon. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Faites signe si vous m'entendez, s'il vous plaît. Ouais, d'accord, ok. Alors. Oui. Oui, d'accord, ok. J'étais où? Normalement, je vous ai dit, il y a une liste, normalement, que vous avez déjà eu en oxyologie, que tout le monde, n'importe quel dentiste doit avoir dans son cabinet. Quel est le risque le plus important si le corps est positif ou grand? Pardon, si le corps est petit ou grand. Non, le risque, il dépend, oui, du volume. Lorsque, par exemple, il est très, très grand,
Ça va pas pénétrer la glotte. Et du coup, il va rester au niveau du pharynx et larynx, ou bien du larynx, et on peut le faire sortir. S'il est assez grand, mais il peut pénétrer la glotte. Il peut pénétrer la glotte ou obstruer la glotte. Là, le risque d'asphyxie est imminent. Le risque d'asphyxie est vraiment très important. Mais lorsqu'il est vraiment très petit, il va faire un syndrome de pénétration. Il va se loger au niveau des branches. Donc, vraiment le risque, lorsque le corps est assez grand pour obstruer l'espace, c'est-à-dire la glotte, ou bien l'espace sous-glottique, pardon, ou bien la trachée. C'est ça le risque. Le risque est augmenté lorsque le corps est assez rond et il peut obstruer ces éléments. OK. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Vous avez compris? J'étais assez claire. Bon, lorsque le corps étranger est grand, on a asphyxie aiguë. Lorsqu'il est petit, on retrouve beaucoup plus un syndrome de pénétration. D'accord, Lamia? Lorsqu'il est assez grand, je dis pas vraiment très grand, et là, il va pas pénétrer. Lorsqu'il est assez grand, il va se loger au niveau de la glotte ou l'espace sous-glottique, bien la trachée, il va obstruer ces éléments, on aura une asphyxie aiguë. Lorsqu'il est petit, il va faire beaucoup plus un syndrome de pénétration. Il va se loger dans les branches. Les branches, on a la trachée, et puis la trachée va se diviser en branches, et puis les branches vont se diviser en bronchioles. Donc, en petites branches, et à la fin, on a des bronchioles. Lorsqu'il est petit, il va se loger dans une des branches. D'accord? Ok. Merci à vous. Et donc, merci à vous. Si vous avez compris, ben, tant mieux. Si vous n'avez pas compris et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pourrai vous répondre, il n'y a pas de problème. D'accord? N'importe quelle question est la bienvenue. OK? Alors, je vous souhaite des bonnes vacances alors. Allez, au revoir.